Ma femme a eu un sourire en coin quand je lui ai demandé si elle me trompait, alors je suis arrivé à son gala avec une femme qui l'a complètement éclipsé, et ce n'était que le début. Elle n'a pas bronché. C'est ce qui m'a marqué. Je lui ai demandé si elle couchait avec quelqu'un d'autre. Et elle est restée là, devant le miroir de la coiffeuse, ajustant sa boucle d'oreille, souriant comme si je l'avais surprise en pleine répétition d'une scène qu'elle prévoyait de jouer pour quelqu'un d'autre plus tard. Ce sourire m'a tout dit. Tu fais toujours ça juste avant mes grandes soirées, a-t-elle dit doucement, comme si j'étais un enfant tirant sur sa robe. Est-ce de la jalousie ou est-ce que tu t'ennuies encore? Je n'ai pas répondu. Non pas parce que je n'avais pas mille choses à dire, mais parce qu'aucune d'entre elles n'aurait compté pour une femme qui était déjà à moitié partie émotionnellement et qui avait juste besoin d'une raison pour partir physiquement. Elle portait une robe que je n'avais jamais vue. Argent pâle, du genre qui ne se contentait pas d'épouser son corps, mais qui l'annonçait. Je me souviens m'être demandé qui l'avait payé. Moi? Lui? L'a-t-il aidé à la remonter la dernière fois qu'elle la portait? Elle a remarqué que je la fixais, non pas son corps, mais la robe. C'est du sur-mesure, a-t-elle ajouté avec un haussement d'épaule. Talia m'a aidé à la choisir. Talia, son assistante, celle qui m'avait un jour traité d'insignifiant lors d'une fête du Nouvel An, ivre, pensant que je ne pouvais pas l'entendre. Mes mains étaient serrées dans mes poches. Je ne l'ai même pas su jusqu'à ce que je sente mes ongles s'enfoncer dans ma paume. Et pourtant, une partie de moi voulait qu'elle nie, qu'elle se mette en colère, qu'elle me traite de fou, de dramatique et de jaloux. Mais elle a juste attrapé sa pochette et est passée devant moi. Si tu viens ce soir, ne te ridiculise pas. Il ne s'agit pas de toi. C'était cette phrase. Celle-là, le moment où j'ai su que je n'allais pas me montrer pour elle. J'allais me montrer contre elle, et elle n'avait aucune idée de qui j'amenais. Mais à la fin de la soirée, moi non plus. Je ne l'ai pas suivie dehors cette nuit-là. J'ai attendu que le son de ses talons disparaisse dans le couloir, jusqu'à ce que l'ascenseur sonne, et j'ai su qu'elle descendait vers une nuit à laquelle elle pensait que je n'appartenais pas. Puis je me suis assis sur le bord du lit que nous n'avions pas partagé depuis des semaines et j'ai fixé l'endroit où son parfum flottait encore dans l'air comme de la fumée après un incendie. C'est là que le plan a commencé. Pas un fantasme de vengeance, pas une dépression, juste un changement. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai tapé son nom suivi du nom de l'événement, le gala d'hiver Beaulieu. Je n'étais pas censé être sur la liste. C'était clair, mais je n'y allais pas pour être sur la liste. J'allais la réécrire. Puis j'ai envoyé un seul message. 5 mots. Puis-je te demander cette faveur? La femme qui a répondu, son nom est Odette. Ce n'était pas quelqu'un que je m'attendais à revoir. Il y a des années, nous nous étions brièvement croisés à l'université. Rien de romantique, juste une de ces rares personnes qui pouvaient sentir quand vous étiez en train de vous effondrer et qui savait comment parler au fils qui se détachait. Elle était vive, trop vive pour moi à l'époque. Mais ce soir, j'avais besoin de vivacité. Sa réponse est arrivée 3 minutes plus tard. Il me faudra un code vestimentaire et une raison. J'ai répondu, tenue de soirée. Et ma femme a oublié que j'existe. Elle m'a envoyé son adresse. Passe me prendre à 21h. Porte quelque chose dont tu veux qu'elle se souvienne. Le costume que j'ai choisi n'était pas tape à accent grave-l'œil. Juste propre, bien coupé, respectueux d'un homme qui essaie de ne pas avoir l'air d'avoir pleuré sous la douche pendant 3 semaines. Et quand je suis allé chercher Odette, ma mâchoire s'est presque décrochée. Elle avait l'air intouchable. Pas glamour de la manière artificielle que Camille avait perfectionnée, mais magnétique d'une manière qui attirait les gens dans son orbite et leur faisait oublier de quoi il parlait. Sa robe scintillait comme de l'encre humide au clair de lune. « Vous êtes nerveux ?» a-t-elle dit alors que je lui ouvrais la portière. Terrifiée, ai-je admis, elle va détester ça. Odette a souri doucement. Bien. Ça veut dire que vous allez de nouveau compter. Le gala Beaulieu était exactement ce à quoi je m'attendais. Des tours de verre de champagne, des orchestres nichés sur les balcons, des salles remplies de rires qui parvenaient toujours à paraître exclusifs. Mais nous ne sommes pas seulement entrés. Nous sommes arrivés. Dès l'instant où nous avons mis les pieds à l'intérieur, les têtes se sont tournées. Pas à cause de moi, à cause d'elle. Odette se déplaçait comme si la pièce lui devait des excuses pour ne pas déjà connaître son nom. Camille nous a vus en moins de 60 secondes.
Elle se tenait avec un homme que je ne reconnaissais pas. Et pendant une fraction de seconde, tout son visage a mal fonctionné, les yeux écarquillés, le sourire figé en pleine phrase, comme si son cerveau avait planté et ne pouvait pas traiter ce qu'il voyait. Elle a cligné des yeux 3 fois, puis m'a regardé comme si j'étais transparent. Odette s'est penchée et a murmuré, « C'est elle, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête. Elle a l'air surprise, comme si elle venait de voir son avenir s'évaporer. Je ne pouvais pas parler. J'avais l'impression de flotter hors de mon corps, observant une version de moi-même que je n'aurais jamais cru devenir, quelqu'un qui pouvait rendre sa femme insignifiante à son propre événement. Mais je n'avais même pas encore vu ce qui allait se passer ensuite. Parce que la véritable explosion était encore en train de franchir la porte d'entrée. Camille a croisé mon regard à travers la salle de bal, mais son regard ne s'est pas attardé. C'est ce qui m'a le plus secoué. Ce n'était pas de la peur, de la culpabilité ou même de la colère. C'était du mépris, comme si j'étais un fantôme errant dans son monde soigneusement orchestré, déjà mort et oublié. Elle s'est retournée vers sa conversation, sa main reposant toujours légèrement sur le bras d'un homme que je n'avais jamais vu. Mais voilà, lui m'avait vu. Sa mâchoire s'est crispée quand il a reconnu qui j'étais. Il s'est penché vers elle et a murmuré quelque chose, et j'ai vu ses lèvres bouger en réponse. Ça n'a pas d'importance. Odette a surpris l'échange. Bien sûr, rien ne lui échappait. Il bluffe, a-t-elle dit, sirotant son champagne comme si c'était de l'eau. Mais pas très bien. J'aurais dû me contenter de ça. J'aurais dû rester à ma place et la laisser mariner dans la prise de conscience que je n'étais plus le personnage secondaire de son récit. Mais c'est alors que le deuxième coup a porté. De nulle part, une femme m'a frôlé, a glissé une serviette en papier plié dans ma paume et a disparu dans la foule. Elle n'a pas dit un mot. Elle ne m'a même pas regardé. Mais quand je l'ai ouverte, mon estomac s'est noué. Ce n'était pas un message. C'était une photographie. Camille, l'homme avec qui elle était. Un ascenseur d'hôtel. Horodaté. Il y a 3 nuits. J'ai eu froid. Pas en colère. Froid. Comme si quelque chose en moi s'était brisé si silencieusement que je ne l'avais même pas remarqué jusqu'à ce que le silence résonne dans mes oreilles. Odette a jeté un coup d'œil. Ça va ? Je lui ai montré la photo. Elle n'a pas eu de hoquet de surprise. Elle n'a rien dit pendant un moment. Puis elle me l'a rendu et a dit, « Qui vous a donné ça ?» Et j'ai réalisé que je ne savais pas. Mais avant que je puisse sombrer, avant même que je puisse commencer à traiter les 1000 implications qui traversaient mon crâne, la foule s'est écartée comme un rideau de théâtre qu'on tire. Et là, debout dans l'entrée, se trouvait la seule personne qui pouvait faire exploser toute la soirée par sa seule présence. Mara, l'ex-meilleure amie de Camille, celle avec qui elle partageait tout, celle qu'elle avait rayée de sa vie l'année dernière sans préavis, celle qui connaissait tous les secrets que Camille ne voulait jamais que personne entende, y compris les miens. Et d'après le regard dans les yeux de Mara alors qu'elle balayait la pièce et se posait sur Camille, elle n'était pas là pour le vin et la danse. Elle était là pour le sang. Camille s'est raidie. Son cavalier s'est visiblement écarté comme pour se distancier instinctivement d'un scandale qu'il ne comprenait même pas encore. Odette s'est de nouveau penchée, presque amusée maintenant. Alors, quand est-ce qu'on arrête de faire semblant que ce n'est qu'une fête ? Je n'avais pas de réponse parce que même moi, je ne savais pas jusqu'où cela allait aller. Mara ne s'est pas précipitée. C'était la partie la plus terrifiante. Elle n'est pas entrée en trombe avec des accusations ou de la rage. Elle a simplement traversé la salle de bal avec un calme délibéré, le claquement de ses talons sonnant comme un compte à rebours. Elle avait l'air élégante, posée, même royale. Et d'une certaine manière, cela rendait la panique de Camille encore pire. Camille s'est figée au milieu d'une phrase avec son homme mystère et a visiblement reculé, serrant sa pochette comme si elle pouvait la protéger de ce qui allait arriver. Personne n'a dit un mot, mais la pièce l'a senti. Cette électricité statique indubitable dans l'air quand un drame est sur le point d'exploser. Les conversations ont ralenti, les têtes se sont tournées, puis Mara, sans même me jeter un regard, s'est approchée directement de Camille et lui a tendu quelque chose. Ce n'était pas un verre. Ce n'était pas une étreinte. C'était une simple enveloppe blanche. Les doigts de Camille tremblaient en la prenant. Sa bouche a bougé, mais aucun son n'en est sorti. Puis elle a ouvert le rabat, a sorti le contenu, et tout son visage a changé. Elle est devenue pâle,
puis marbré, puis vide. Son cavalier a regardé par-dessus son épaule pour voir ce qu'elle avait lu. Elle ne l'a pas arrêté. Elle ne le pouvait pas. Il s'est écarté à la seconde où il l'a vu, visiblement surpris, jetant un coup d'œil vers les sorties comme quelqu'un qui ne voulait pas que son nom soit mêlé aux retombées. Odette m'a chuchoté. Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a dedans? Je pouvais à peine parler. Je ne sais pas, mais ce n'est pas bon. Puis Mara s'est retournée. Pas vers moi. Pas encore. Elle s'est adressée à la salle assez fort pour que les gens arrêtent de faire semblant de ne pas écouter. Camille, a-t-elle dit, je t'avais dit qu'un jour tu manquerais de place pour enterrer la vérité. Je ne m'attendais simplement pas à ce que tu sois assez arrogante pour amener des pelles à ton propre gala. Quelques hoquets de surprise. Un téléphone avec appareil photo levé. Quelqu'un a fait tomber un verre au fond. Camille a finalement parlé, mais sa voix s'est brisée comme quelque chose qui se cassait en elle. Tu ne sais pas ce que tu fais. Mara n'a pas bronché. En fait, si. Tu as brûlé tous les ponts que tu as jamais traversés. Et maintenant tu es choqué que l'île s'effondre. Les yeux de Camille se sont tournés vers moi. C'était le moment. Cette seule seconde où elle m'a enfin revu. Pas comme un mari ou une mauviette, bu comme la seule personne dans la pièce qui pourrait encore s'en soucier. Mais je n'ai pas bougé. Je n'ai pas parlé. Je l'ai laissé me regarder. Et c'est là qu'elle a réalisé ce que tout le monde avait déjà compris. Elle était seule. Odette a touché mon bras. Voulez-vous partir? J'ai secoué la tête. Non, pas encore. Parce qu'aussi satisfaisant que cela soit, je savais qu'il manquait encore quelque chose. Quelque chose de grand. Et quand Mara s'est finalement dirigée vers moi, elle n'a pas souri. Elle n'a pas jubilé. Elle s'est penchée et a murmuré seulement 5 mots qui m'ont glacé plus que tout ce que Camille avait jamais fait. Vous méritez de tout savoir. J'ai suivi Mara hors de la salle de bal sans dire un mot. Odette est restée derrière, me donnant de l'espace comme si elle savait déjà que j'étais sur le point d'apprendre quelque chose que je ne pourrais pas désapprendre. Le couloir à l'extérieur était calme. Toute cette musique scintillante et ces verres qui tintent étaient étouffés derrière d'épaisses portes en bois. Je pouvais encore entendre les faibles échos de la soirée parfaitement planifiée de Camille qui s'effondrait derrière nous. Mara n'a pas perdu de temps. Ça fait presque 1 an qu'elle le voit, a-t-elle dit, sans même se retourner pour voir ma réaction. Le type avec qui elle est venue ce soir, ce n'est pas une nouvelle amourette. C'est la raison pour laquelle elle a ignoré tous ceux qui la connaissaient avant qu'elle ne monte en grade. Moi y compris. J'ai dégluti difficilement, essayant d'empêcher ma voix de trembler. Vous êtes venu ici juste pour l'humilier. Non, a dit Mara, me faisant enfin face. Je suis venu ici parce que vous méritez le contexte et parce que j'ai essayé de vous avertir une fois. Vous vous souvenez de la soirée 20? Votre anniversaire il y a 2 ans? J'ai essayé de vous dire quelque chose à ce moment-là et elle m'a interrompu et m'a envoyé chercher plus de vin dans la voiture. Je m'en souvenais vaguement. Camille était devenue étrangement tendue cette nuit-là. Avait crié sur Mara sans raison. Je pensais qu'elles avaient juste eu une mauvaise semaine. Elle vous trompait déjà à l'époque, a dit Mara sèchement. Un autre type. Le même schéma. Elle m'a dit qu'elle aimait le pouvoir que ça lui donnait. Être désirée par des hommes qui étaient en dehors des murs de la routine. C'est comme ça qu'elle l'a dit. Je me sentais mal, mais pas surpris. C'est ce qui m'a le plus frappé. Je n'étais même pas choqué, juste engourdi comme si j'avais marché en somnambule à travers des signes que tout le monde avait vus sauf moi. Elle vous a dit ça, ai-je chuchoté. Elle s'en est vantée, a dit Mara. Elle a ri en le disant. M'a raconté à quel point c'était facile de vous manipuler. Comment vous supposiez toujours que c'était de votre faute quand elle s'éloignait. Chaque mot était comme un couteau traîné sur de vieilles cicatrices que je pensais guéries. Elle a dit qu'elle restait mariée avec vous parce que vous étiez calme, prévisible, facile à gérer. Sa solution de repli sur au cas où l'autre homme ne fonctionnerait pas. Je me suis adossé au mur, les genoux faibles. Ma respiration était courte, comme si j'étais dans la fumée après une explosion. Ce n'était pas seulement de la trahison. C'était du calcul. Des années de manipulation enterrées sous de fausses excuses et des baisers de dernière minute avant des événements auxquels je n'étais jamais invité. Elle disait que j'étais ennuyeux, ai-je marmonné, sans réaliser que je parlais à voix haute.
Elle a dit que vous étiez fiable, a corrigé Mara. Et elle ne voulait pas dire ça comme un compliment. J'aurais dû partir. J'aurais dû rentrer chez moi, faire une valise, bloquer son numéro, brûler tout ce qu'elle avait laissé derrière. Mais au lieu de cela, j'ai posé la seule question qui me taraudait l'esprit depuis le moment où elle m'avait souri dans ce miroir. Pourquoi maintenant, ai-je demandé à Mara. Pourquoi venir ce soir après tout ce temps? Mara m'a regardé longuement et durement. Parce qu'elle n'a pas encore fini, a-t-elle dit. Et si vous ne l'arrêtez pas, elle va faire de vous le méchant de son histoire. Je ne suis pas retourné dans la salle de bal. Je ne pouvais pas. Je suis resté là, dans ce couloir sombre, pendant un moment, essayant de me souvenir si une partie de mon mariage avait jamais été réelle, ou si j'avais juste été un meuble dans la vie parfaitement organisée de Camille. Silencieux, pratique et facile à déplacer quand il ne correspondait pas à la pièce. Mara est partie après ça. Pas de sortie dramatique, pas plus d'avertissement, juste un regard fatigué, une main sur mon épaule et les mots « ne la laissez pas inverser le scénario ». Elle a répété pour ça. Et puis elle était partie. Je pensais que ce serait la fin pour la nuit. Mais j'avais tort. Tellement tort. Parce que quand je suis finalement sorti pour essayer de reprendre mon souffle et peut-être un peu de dignité, mon téléphone a vibré, un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli l'ignorer jusqu'à ce que je voie l'aperçu du message. Vous ne me connaissez pas, mais vous devriez. Nous devons parler de Camille en privé. En pièce jointe, une photo, pas de Camille, pas du type du gala. C'était un enfant, un garçon, peut-être de 6 ou 7 ans. Cheveux bruns bouclés, joues creuses, et exactement mes yeux. Mon corps entier s'est glacé. Le message était suivi d'un lieu, un café voisin, du genre qui reste ouvert tard pour les gens de théâtre et les noctambules. Pas de nom, juste l'adresse, pas de menace, pas d'explication. Je suis resté là pendant une minute entière à regarder l'écran comme s'il pouvait changer et dire autre chose. Puis j'ai pris la pire décision de ma vie. J'y suis allé. Quand je suis entré, il n'y avait qu'une seule personne assise près du fond. Une femme, la trentaine, professionnelle, expression indéchiffrable. Elle a levé les yeux quand elle m'a vu, puis a hoché la tête vers le siège vide en face d'elle. « Je ne suis pas ici pour commencer une bagarre », a-t-elle dit calmement. « Je suis ici parce que votre femme a impliqué mon fils dans quelque chose sans mon consentement. » Mon. Votre fils. Elle a hoché la tête. Oui, mon fils. Et selon mon avocat, elle vous a inscrit comme contact d'urgence sur l'un des formulaires du camp d'été. J'ai cligné des yeux fortement. Quoi? Elle a utilisé votre nom. Votre numéro. A dit que vous étiez son mari et le beau-père du garçon, ce qui, je suppose, était une nouvelle pour vous. Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais même pas respirer. Ma gorge s'était nouée. Écoutez, je me fiche de ce qu'elle vous a dit la femme. Mais elle a utilisé votre identité. Elle a soumis de faux documents vous liant à mon enfant. Je ne l'ai découvert que lorsque le camp vous a appelé à ma place lors d'une urgence médicale. Je suis resté assis là, la regardant, ayant l'impression de glisser hors de ma propre vie. Elle a fait quoi? Elle avait besoin de quelqu'un sur le papier qui avait l'air stable. Marié, employé. C'était vous. Je suppose qu'elle ne voulait pas que son petit ami apparaisse sur les registres officiels. J'ai pressé mes mains sur mon visage. Elle ne m'avait pas seulement menti. Elle m'avait utilisé comme couverture, comme bouclier, comme son mari respectable sur le papier pendant qu'elle jouait à la petite maison avec quelqu'un d'autre derrière mon dos et entraînait un enfant là-dedans. Et maintenant, c'était légalement lié à moi, du moins sur le papier. C'est alors que la femme a dit quelque chose qui m'a complètement réveillé. Elle va dire que c'était votre idée, que c'est vous qui lui avez dit d'ajouter votre nom, que vous êtes obsédé par le garçon et que vous avez franchi les limites. J'ai failli me lever sous le choc. Elle va retourner la situation, a-t-elle ajouté. J'ai vu des femmes comme elle. Elle est déjà en train de construire le récit. Et j'ai réalisé que Mara avait raison. Camille n'avait pas fini. Elle ne faisait que commencer. Je me souviens à peine d'avoir conduit pour rentrer chez moi cette nuit-là. Mes mains tremblaient tout le long du trajet. Ma tête ne cessait de rejouer la voix de cette femme dans le café, me disant que Camille avait utilisé mon nom sur les papiers officiels d'un enfant et se préparait déjà à me blâmer si tout tournait mal. Je me sentais mal.
Je me sentais utilisé. Et je me sentais stupide. Mon Dieu, comment n'ai-je pas vu ça venir? Pendant des années, j'ai pensé que j'étais juste négligé émotionnellement. Je pensais que j'étais invisible dans mon propre mariage. Il s'avère que j'étais pire qu'invisible. J'étais son filet de sécurité, sa fausse bouée de sauvetage, son mari de paperasse. Quand je suis entré dans notre appartement, Camille était déjà à la maison. Elle avait enlevé sa robe de soirée et était assise sur le canapé en leggings, faisant défiler son téléphone comme si sa vie entière n'avait pas publiquement explosé 2 heures plus tôt. Elle a levé les yeux, toujours aussi froide, et a dit « Tu t'es ridiculisé ce soir ». Je suis resté là à la regarder. « Pas d'excuses » ai-je demandé. « Pourquoi » a-t-elle répondu comme si elle était sincèrement confuse. « Amener quelqu'un à une fête à laquelle tu n'étais pas invité. Sommes-nous des enfants maintenant ? Tu as utilisé mon nom sur le formulaire de camp d'un enfant, ai-je dit doucement. Tu m'as inscrit comme le beau-père du garçon. Ça a attiré son attention. Son expression a vacillé. Pas de panique, du calcul. Puis elle a dit, je ne pensais pas que tu le découvrirais. Comme si ça arrangeait les choses. Tu as falsifié mon nom, Camille, ai-je dit, ma voix s'élevant. Tu m'as entraîné dans quelque chose d'illégal. Illégal, a-t-elle ricané comme si je surréagissais. Tu es si dramatique. J'avais besoin de quelqu'un de fiable sur la liste. Il ne demande pas d'ADN au camp d'été. Ce n'est même pas ton enfant. J'aidais une amie, a-t-elle lâché. Tu penses que ça te concerne? Avec toi, tout te concerne toujours. J'ai senti le sol se dérober. C'était sa tactique. Tordre. Inverser. Faire de moi l'obsessionnel, le peu sûr de lui. Mais ça ne marchait plus. Et c'est laquelle a lâché la bombe. Si tu es si contrarié, a-t-elle dit lentement, se levant et marchant vers moi. Peut-être que je devrais dire au conseil d'administration que tu m'as suivi, que tu te présentes sans y être invité, que tu fais des scènes en public. Elle était calme, délibérée. J'ai des textos que je pourrais leur montrer. Tu as envoyé des choses instables ces derniers temps, n'est-ce pas? Mon sang s'est glacé. Tu me tends un piège, ai-je dit, à peine capable de respirer. Elle n'a pas nié, a juste incliné la tête et a dit, veux-tu vraiment entrer en guerre avec moi, Étienne? On ne gagne pas des guerres comme ça. On y survit. J'ai reculé. J'ai su alors qu'elle n'avait pas réagi au chaos du gala. Elle avait planifié au-delà, se préparant à ce qu'elle savait être à venir. Camille n'essayait pas de réparer les dégâts. Elle écrivait une version de l'histoire où j'étais le méchant et elle la victime qui s'était échappée, et j'en avais fini de jouer le jeu. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je ne pouvais pas. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais son visage. Pas le faux qu'elle montrait au monde, mais le masque glissant dans notre salon, me disant que je pouvais être dépeint comme instable si je ne coopérais pas. Ma femme, la femme pour qui j'avais un jour cuisiné et avec qui j'avais pleuré, posait maintenant des mines légales sous mon nom. Et elle souriait en le faisant. Mais voici la partie qu'elle n'a pas vue venir. Camille pensait que j'étais faible, prévisible, passif. Elle pensait que je m'effondrerais comme je l'avais toujours fait. Que je marmonnerais une autre excuse que je ne devais pas et que je la laisserais me marcher dessus. Mais elle a oublié quelque chose de crucial. Calme ne veut pas dire impuissant. Le lendemain matin, j'ai appelé Mara. Puis j'ai appelé la femme du café. Puis j'ai appelé quelqu'un d'autre. Quelqu'un dont Camille ne savait même pas que je parlais encore. Un vieil ami de l'université, maintenant un avocat qui me devait une faveur. Je ne l'avais jamais réclamé. Et pour une fois dans ma vie, je n'ai pas seulement réagi. J'ai élaboré un plan. En 72 heures, les papiers étaient déposés. Protection d'urgence, affidavit légal, une déclaration notariée de la femme dont le fils avait été faussement lié à moi, soutenant mon affirmation que Camille avait falsifié mon nom. Mon avocat a envoyé une mise en demeure à sa fondation, listant chaque faux document qu'elle avait soumis avec moi comme contact désigné. Et puis, avec toutes les preuves en main, j'ai fait une dernière chose. Je lui ai écrit une lettre. Pas une lettre cruelle, juste une vérité calme et froide. Tu as essayé d'utiliser ma stabilité comme couverture pour ton chaos. Tu m'as sous-estimé parce que je n'ai jamais élevé la voix. Mais maintenant, tout ce que tu as falsifié, tout ce que tu as tordu a une trace écrite.
Et ton nom est au centre de tout ça. Au moment où tu liras ceci, le conseil d'administration saura déjà. Les mensonges s'arrêtent ici. J'en ai fini d'être ton alibi. J'ai laissé la lettre sur son bureau. Puis j'ai fait mes valises et j'ai quitté cet appartement pour la dernière fois. Non pas avec la vengeance dans le cœur, mais avec le soulagement dans la poitrine. Et voici la meilleure partie. Elle a essayé de retourner la situation. Elle a essayé de pleurer, de rager, de culpabiliser tout le monde autour d'elle pour leur faire croire que j'étais l'instable. Mais son erreur n'était pas seulement de mentir. C'était de sous-estimer le nombre de personnes qu'elle s'était aliénées en cours de route. Mara, ses collègues, son ex-amie, même la femme du café. Ils avaient tous des pièces du puzzle. Elle avait brûlé tous les ponts, et soudain, plus personne ne la croyait. Camille a perdu son emploi. Discrètement, bien sûr, ils ont présenté cela comme une restructuration interne. Mais tout le monde savait. Quant à moi, je n'ai pas seulement survécu. J'ai recommencé à zéro. J'ai déménagé dans une ville plus tranquille, j'ai pris un poste dans une petite association artistique. J'ai même recroisé Odette par hasard. Elle a souri, m'a dit qu'elle était fière de moi, et je l'ai cru. Pour la première fois depuis des années, je ne marchais pas sur des œufs. Je marchais librement. Alors oui, peut-être que j'étais le mari ennuyeux, mais à la fin, l'ennuyeux a survécu à la tempête.